Eh bien, merci Arnaud de me donner la parole et c'est avec grand plaisir que je vais brièvement présenter notre conférencière de ce soir, à savoir Élodie Cretin, qui fut étudiante à l'Université de Besançon, étudiante en philosophie, qui fut une étudiante brillante, mais qui n'avait pas finalement tellement de goût pour l'enseignement, qui avait surtout beaucoup de goût pour autre chose, dont je vais parler dans un instant. Mais malgré tout, elle a donné quelques cours dans un lycée, mais bon, elle n'a pas préparé le CAPES, ce n'était pas son truc, préparer le CAPES. Elle s'intéressait beaucoup, en fait, à la médecine et à l'éthique médicale, et elle s'y intéresse encore activement. Elle a préparé un master sous la direction d'un professeur qui est, je crois, excellent, Thierry Martin, donc, mémoire de master sur Canguilhem, sur la pensée de Canguilhem, ce qui n'est pas forcément un auteur facile. Et après, elle s'est engagée dans une recherche tout à fait passionnante sur les états végétatifs chroniques ou persistants, c'est-à-dire sur ces personnes qui, malheureusement, sont, comme le dit Élodie dans l'un de ses articles, ni mortes ni vivantes, ou à la fois mortes et vivantes, comme vous le voulez. Travail que j'ai un petit peu accompagné et travail qui est, à mon sens, remarquable à la fois dans ses résultats et puis dans la ténacité et l'énergie qu'a développé, qu'a mis en œuvre Élodie pour réaliser ce travail. Elle est donc s'intéressant pas trop à l'enseignement, eh bien elle a obtenu un poste d'ingénieur de recherche clinique dans le laboratoire du docteur Régis Aubry. Et elle a également été l'une des créatrices, avec Régis Aubry et avec Aurélie Jung, de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, qu'elle a grandement animé pendant plusieurs années, avant d'être appelée à des fonctions plus hautes, si on peut dire, à savoir directrice de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, qui est le poste qu'elle occupe actuellement. Voilà, eh ben, Élodie, si tu as des précisions à donner, je te donne avec grand plaisir la parole. Merci Thierry pour cette présentation. Je ne m'attendais pas à ce que tu soulignes un désintérêt pour l'enseignement, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais sinon, c'était exact par rapport à mon parcours et d'étudiante et mon parcours professionnel. Donc, je suis effectivement aujourd'hui directrice de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et ingénieure de recherche clinique au CHU de Besançon depuis 12 ans maintenant, dans l'équipe qui est coordonnée par le professeur Aubry du CIC, du Centre d'investigation clinique du CHU de Besançon. Et puis maintenant, donc, à l'Université Bourgogne-Franche-Comté pour la coordination de la plateforme nationale depuis un an à temps plein et depuis 2 ans et demi à temps partiel. Donc, merci au... Oui, Thierry. Je peux juste un mot. Si j'ai dit que tu n'étais pas très intéressé par l'enseignement, ce n'est pas du tout une façon négative de présenter les choses, c'est pour expliquer pourquoi, alors que tu en avais tout à fait les capacités, tu n'as pas préparé le CAPES ou la GREG, simplement parce que tu avais d'autres objectifs. Voilà. Ok. Alors, c'est bon. Donc, merci, bienvenue à tous ceux qui nous suivent là, ce soir en direct. Et puis, merci aux organisateurs de ce séminaire pour avoir organisé le séminaire et avoir pensé la programmation. Et puis aussi donc, pour m'avoir invité à venir présenter l'étude Covid-EHPAD, dont je vais vous parler donc, plus particulièrement maintenant. Qui est donc une étude sur les réalités du confinement, des fins de vie et de la mort en EHPAD pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 en France. Alors, avant de commencer, je vais quand même prendre 2 minutes pour vous préciser ce qu'est la... Ah, j'arrive plus à placer mes diapos, pourquoi? Ça marchait tout à l'heure. Ah, ça y est, c'est bon.
Donc, je prends 2 minutes pour vous présenter la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, aussi pour comprendre le contexte de l'étude et le contexte d'émergence de l'étude. Ce qui sera quand même voilà, une chose que je voulais vous préciser. Donc, la plateforme existe depuis, elle a été lancée officiellement depuis 2 ans. Elle est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Santé via la Direction générale de l'offre de soins et la Fondation France. Le portage de cette plateforme nationale a été confié par le ministère de la Recherche à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, donc à la commune Bourgogne-Franche-Comté, et on est localisé depuis 1 an maintenant dans les locaux de la MSHE à Besançon. Donc, les 2 coprésidents de la plateforme sont à la fois le professeur Régis Aubry et le professeur Patrick Baudry, qui est professeur de sociologie à l'Université Bordeaux-Montaigne. On a donc un bureau et un conseil scientifique et une toute petite équipe salariée de 3 personnes, donc moi et mes 2 collègues Sophie Opé et Delphine Gosset, qui sont chargés de mission sur la plateforme avec moi. Les missions de la plateforme, le but, c'est vraiment de rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie, de constituer des espaces d'échange et d'arriver à fédérer l'ensemble, si possible, des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la fin de vie, entendu au sens large. Donc, pas simplement des soins palliatifs, mais vraiment toutes les disciplines et toutes les thématiques de recherche qui peuvent concerner la fin de vie. Pour vous donner une idée, on a pour l'instant dans notre annuaire national 318 chercheurs qui ont déclaré travailler sur les questions de fin de vie. Alors, ce n'est pas forcément exhaustif, mais on essaye d'avoir un panorama de ce qui se fait en France dans ce domaine-là. Et on a pour moitié des chercheurs du domaine de la santé et pour l'autre moitié des chercheurs de sciences humaines et sociales. On a aussi pour mission de faire connaître et de reconnaître l'intérêt de la recherche sur ce thème-là. Et autant que possible, autant que faire se peut, de favoriser, de faciliter l'émergence d'appels à projets spécifiques sur les questions de fin de vie. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet, l'adresse est là. Voilà, donc je vais vous préciser tout ça parce que si vous voyez bien dans les missions de la plateforme que nous n'avons pas pour mission initialement de faire de la recherche. On est là comme une plateforme de ressources pour faciliter la recherche, faciliter les collaborations interdisciplinaires entre chercheurs, mais la plateforme n'avait pas vocation de lancer des études, de lancer de la recherche ou de coordonner la recherche. Donc l'étude que je vais vous présenter maintenant est un petit peu une exception dans les missions de la plateforme qui est liée clairement à l'actualité et à l'opportunité de pouvoir lancer une recherche comme ça et de fédérer des chercheurs autour d'une question de recherche d'actualité. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on est amené à faire de manière récurrente. Donc voilà, ça reste une mission exceptionnelle. Alors, l'étude Covid-EHPAD, qu'on a de manière très originale nommée avec cet acronyme de Covid-EHPAD, donc qui porte bien son nom, et on a pour but donc des questions relatives aux différents types de confinement, aux fins de vie et à la mort dans les EHPAD pendant l'épidémie de Covid-19 en France. L'objectif est très simple, c'est vraiment d'observer et de décrire de manière qualitative le vécu des personnes concernées dans les EHPAD par confinement à la fin de vie et la mort dans les EHPAD, en recueillant l'expérience et le vécu et la parole des acteurs de terrain, que ce soit des professionnels de santé ou des bénévoles dans les EHPAD, le vécu des familles et des proches, et puis aussi, quand ça a été possible, des résidents. On a ciblé les régions qui étaient les plus touchées par l'épidémie en avril 2020. Donc, à un moment, on a pris le statut épidémiologique de la France à ce moment-là et on a pris 5 des régions les plus touchées, plus une région moins touchée, je vais y revenir après. Et on essaye de décrire et d'analyser tout ça de la façon la plus fidèle possible aux réalités de terrain. Alors, avant de rentrer dans le vif du déroulement et de la méthodologie de l'étude, je voulais préciser quelques points de contexte d'émergence de cette étude et de création, de lancement de cette étude. En fait, c'est dès fin mars, on avait une réunion prévue avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui était sur un tout autre sujet et qui était consacré, l'ordre du jour de cette réunion devait être consacré à l'ouverture d'un appel à projet sur la fin de vie et donc à la définition d'axes de recherche prioritaires dans le domaine de la fin de vie. Et c'est arrivé donc au moment du confinement, au moment du pic épidémique en France de Covid. Et en fait, le ministère nous a suggéré, voire très fortement invité, à directement, au lieu de lancer un appel à projet,
a directement lancé et coordonné une recherche sur la situation des EHPAD au regard du Covid. Donc ça s'est passé de cette façon-là, ce qui fait qu'on a dû travailler à toute la conception du projet et du protocole et lancer le projet de manière urgente pour pouvoir recueillir des données à chaud. Parce que c'est ça qui était intéressant, c'était d'avoir vraiment les données pendant le pic épidémique et non pas après. Donc pouvoir vraiment avoir vraiment l'expérience des personnes et les réalités de terrain pendant le confinement et pendant le pic épidémique. Donc, on a vraiment dû réagir vite à cette suggestion du ministère et lancer très rapidement la conception d'un protocole de recherche. Ce qui voulait dire aussi, du coup, solliciter des chercheurs très rapidement, donc d'abord pour constituer un conseil scientifique et puis aussi des chercheurs pour investiguer dans les régions concernées qu'on avait ciblées. Et commencer l'étude sans les financements. C'est-à-dire que le ministère nous avait dit, si vous lancez quelque chose, on vous garantit qu'il y aura un financement, mais on n'avait pas l'assurance et on n'avait pas le financement dès le départ. Donc, il a fallu pouvoir mobiliser et solliciter des chercheurs dans ce contexte-là. Tout le monde a répondu, en tout cas la plupart des chercheurs qu'on a sollicités ont répondu présents. Et c'était un grand engagement de leur part de s'engager dans une recherche sans avoir encore l'assurance du financement. Je n'ai pas forcément besoin de le préciser, mais du coup, on est dans un contexte d'urgence en réaction à l'actualité. Commencer une recherche et concevoir un protocole sans avoir l'assurance du financement et avec des chercheurs qui sont eux-mêmes confinés en télétravail ou en travail en mode dégradé, c'est-à-dire en faisant l'école à la maison, le contexte que tout le monde a connu et que vous connaissez bien. Ce qui fait que c'était quand même pas évident de lancer tout ça, mais je pense qu'il y avait une volonté aussi des chercheurs et de la communauté scientifique de contribuer à l'effort de recherche et à l'effort de compréhension de ce qui était en train de se passer. Donc on avait là une belle occasion et ça a fonctionné. On a présenté le projet au comité CARE Covid-19, donc mis en place par le gouvernement pour expertiser les projets de recherche sur le Covid. On a eu donc un avis très favorable du comité CARE, ce qui ensuite a permis, par étapes, mais en tout cas, voilà, ce qui a permis l'obtention de financement du CNRS, du ministère, donc de la Direction générale de la recherche et de l'innovation et de la CNSA. La plateforme donc, est le coordonnateur scientifique du projet et de l'étude. Et on a travaillé en collaboration avec le CHU de Besançon, qui est donc le promoteur de l'étude et qui assure la promotion. On a également le soutien de différentes sociétés savantes, donc la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la Société française de gériatrie et de gerontologie, le Conseil national professionnel de gériatrie, l'Association des directeurs au service des personnes âgées, et puis et vous verrez que ces soutiens étaient importants par la suite. Donc, on a réussi à constituer un collectif de 22 chercheurs dans 6 régions différentes en France métropolitaine. Donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France, qui étaient des régions les plus touchées par le Covid. Et on a ajouté la Bretagne, qui, elle, d'un point de vue épidémiologique, était moins touchée. Et on avait envie d'avoir cette région-là un peu en contrepoint, pour éventuellement avoir des analyses comparatives entre des régions très touchées et une région moins touchée. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, on a le centre Max Weber de l'Université de Saint-Étienne, le laboratoire PACT de l'Université de Grenoble-Alpes. En Bourgogne-Franche-Comté, donc l'équipe du Centre d'investigation clinique du CHU de Besançon. En Bretagne, c'est le laboratoire d'études et de recherche en sociologie de l'Université de Bretagne occidentale. Dans le Grand Est, le laboratoire lorrain de sciences humaines et sociales de l'Université de Lorraine. Pour les Hauts-de-France, le centre de recherche individus, épreuves, société de l'Université de Lille. Et pour l'Île-de-France, enfin, le laboratoire sciences, philosophie et histoire, sphère, de l'Université de Paris. Alors, je vois que ma diapo n'est pas tout à fait à jour. Il manque 3 chercheurs qui se sont ajoutés à cette équipe et qui ne sont pas mentionnés là-dedans. Donc, voilà, pour les Hauts-de-France et pour l'Île-de-France.
On a fait depuis du coup le mois d'avril, c'est important aussi peut-être de décrire comment on fait de la recherche dans ce contexte-là, mais du coup tout s'est passé par Zoom. Donc on avait des réunions hebdomadaires et on a toujours des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des chercheurs, des réunions très ponctuelles avec le comité scientifique et on a fait une première réunion en présentiel à Paris la semaine dernière, qui était donc la première fois qu'on se rencontrait tous parce qu'il y avait donc vraiment un collectif de chercheurs, certains se connaissaient avant et d'autres pas. Et on a principalement donc, des chercheurs en sociologie, anthropologie, c'est la majorité, et puis aussi des chercheurs en philosophie et en psychologie. Et donc, on a un conseil scientifique interdisciplinaire de 13 membres. Je n'ai pas listé l'intégralité, mais vous pouvez retrouver les infos sur le site de la plateforme, où là, on a des médecins et d'autres disciplines qui sont représentées de manière vraiment à avoir un collectif interdisciplinaire. Alors, par rapport au déroulement de l'étude et à la méthodologie qu'on a mis en œuvre, on a principalement procédé par réalisation d'entretiens, donc d'entretiens de recherche avec les acteurs de terrain, les familles, les résidents quand c'était possible. Donc évidemment, au départ, c'était des entretiens par téléphone, les chercheurs et les personnes dans les EHPAD. Ou par visioconférence quand ça a été possible. Et puis après la période de confinement, il a été possible dans certaines régions et dans certains EHPAD d'aller directement sur site, donc d'aller rencontrer les gens dans les EHPAD, en respectant évidemment les protocoles sanitaires pour faire les entretiens en face à face. Il y a aussi une chercheure de notre équipe de Besançon, Aline Chassagne, qui a fait une semaine d'observation qui a pu faire une semaine d'observation dans un des EHPAD. Mais principalement, c'est réalisation d'entretien et un petit peu d'observation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des professionnels de la recherche en sciences humaines et sociales et ont évidemment l'habitude de garantir l'anonymat et la confidentialité des données. Les guides d'entretien ont été élaborés en concertation avec le conseil scientifique de l'étude, sachant que ce n'est pas des guides qui sont figés, mais qui ont été à chaque fois adaptés aux situations rencontrées et aux personnes rencontrées. Mais en tout cas, on a listé les grandes thématiques qu'on voulait aborder dans les entretiens. Et puis, alors pour prendre contact avec les EHPAD, donc on a sollicité les sociétés savantes que je vous ai citées au début, pour aussi nous aider à sensibiliser les EHPAD à la question de cette recherche-là pour peut-être favoriser leur participation. On est passé également par les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles de gériatrie, et puis aussi tous les réseaux professionnels propres à chaque région et aux équipes et aux chercheurs dans chacune de leurs régions, et aussi par nos réseaux professionnels, un petit peu aussi par les réseaux sociaux. Mais les réseaux personnels ont aussi bien fonctionné, c'est-à-dire si dans nos entourages personnels, on connaissait soit des familles, soit des professionnels qui étaient dans les EHPAD des régions concernées, on a aussi passé par ce biais-là. Alors, le déroulement global et le design général de l'étude, on l'a pensé en 3 phases. Une première phase, donc pendant le pic épidémique et pendant le confinement, où là, donc, il s'agissait de recueillir les données via ces entretiens. Une deuxième phase d'analyse et d'interprétation des données, donc après le confinement. Donc ça a été rédigé au mois d'avril, donc les choses se sont un petit peu décalées depuis. En tout cas, on s'était dit voilà, que les 3 mois de confinement étaient vraiment notre période de recueil des données et qu'ensuite on commencerait l'analyse et ensuite une 3e phase de valorisation et de rédaction de recommandations et puis de publications scientifiques, sans oublier le retour aux participants, donc faire une restitution des résultats aux personnes qui ont participé. Et puis, de manière longitudinale, on souhaite aussi analyser certaines situations, plus en particulier des situations de deuil. Donc, faire des entretiens avec des familles endeuillées qui ont perdu un proche en EHPAD pendant la période de confinement. Et on prévoit avec eux de faire 3 entretiens, donc pas un entretien unique, mais 3 entretiens chacun à 3 mois d'intervalle pour appréhender l'évolution du processus de deuil, si je peux parler comme ça, pour ces personnes. Alors aujourd'hui, les choses se décalent un petit peu. Notre période d'inclusion de la phase 1, on l'a étendue jusqu'à la fin août, aussi parce qu'en fait, ça nous a intéressé d'avoir des données sur comment se passe la transition vers le déconfinement pour les EHPAD. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est aussi que pour certaines régions, il a fallu plus de temps pour rentrer en contact avec les EHPAD. Donc, on a décalé d'avril en gros à août la phase de recueil et de passation des entretiens.
Et on commence là, à partir de maintenant, la phase d'analyse qui va être assez conséquente. Et notre but, c'est quand même, normalement, l'étude était prévue sur 12 mois pour aussi avoir des résultats qui soient en lien et cohérents avec l'actualité et pour ne pas arriver trop tard avec des résultats qui seraient plus pertinents par rapport à à la période de crise qui s'est déroulée. Alors, on s'est quand même posé pas mal de questions avant le démarrage de cette étude. On a eu des questionnements notamment d'ordre éthique. On s'est demandé si c'était éthiquement soutenable, ou en tout cas comment bricoler avec ces questions-là de solliciter les acteurs et les professionnels des EHPAD qui sont en situation de crise, sur un fonds d'épuisement professionnel qui est déjà connu de longue date dans les EHPAD. De même proposer de la participation à une recherche à des familles qui sont en situation d'être coupées de leurs proches dans les EHPAD et qui ne peuvent plus leur rendre visite, donc qui sont déjà dans une situation compliquée, voire de détresse par rapport à ça et d'isolement, aux personnes endeuillées et vivant un deuil dans un contexte qui est inédit et qui a complètement modifié les rituels funéraires. Et puis aussi, comment coller à toutes les démarches qui concernent l'éthique de la recherche dans une situation de crise et d'urgence, sachant que l'étude a été classée hors loi Jardès, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'obligation de passer devant un comité de protection des personnes. On n'a pas non plus l'obligation légale de passer devant un comité d'éthique, mais on souhaitait quand même le faire, sauf que le comité d'éthique n'était pas en fonctionnement à ce moment-là, parce que c'était la période du confinement, donc on l'a eu de manière rétrospective, même si on les a avertis dès le départ et que le protocole leur a été envoyé dès le départ, on a eu l'avis du comité d'éthique beaucoup plus tard. Donc c'est vrai qu'il y a eu à la fois une simplification des démarches, mais aussi tout un tas de questions éthiques qu'on s'est posées, mais qu'on n'a peut-être pas pu manipuler et creuser jusqu'au bout parce qu'il fallait qu'on lance l'étude rapidement. On pouvait en effet présupposer, par rapport à tous ces questionnements éthiques, un risque d'ajouter une sollicitation supplémentaire à une situation qui était déjà difficile pour les personnes, donc d'épuisement, d'être en situation d'incertitude, la situation de crise, de confinement, de détresse, de deuil, et puis aussi un risque d'incompréhension par rapport à l'intention ou les objectifs de l'étude. Alors, quand je dis ça, ça veut dire qu'on avait peur que les personnes qu'on sollicite, que ce soit les directions des EHPAD ou les professionnels ou les familles, déjà aient une vision un peu descendante de cette recherche, c'est-à-dire que de se dire que le ministère, finalement, via le ministère de la Recherche, via la plateforme, viennent regarder, évaluer les pratiques professionnelles, ce qui n'était pas du tout notre intention. Un risque aussi de peut-être on appréhendait des réactions un petit peu plus comme de l'expression d'une forme de colère de la part des professionnels des EHPAD, de dire mais ça fait quand même de nombreuses années qu'on est en difficulté et en situation d'épuisement dans nos établissements, et c'est à l'occasion de la crise du Covid qu'enfin on s'intéresse à nous, que ce soit les médias, que ce soit les chercheurs. Donc on avait peur qu'il y ait ce type de réaction. Et puis aussi, à l'inverse, qu'il y ait beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir par rapport à un objectif de recherche et d'attentes par rapport à la modification d'une pratique ou quelque chose qui pourrait amener un changement ou amener une amélioration. Voilà, donc il pouvait y avoir un petit peu tout ça. Ce qu'on a constaté finalement, alors c'est certes un peu de certaines difficultés à prendre contact avec certains EHPAD, mais ils évoquaient principalement comme raison le manque de temps, donc un classique et compréhensible en plus dans cette situation-là. Ceci étant, les réseaux professionnels, donc à la fois les sociétés savantes et les équipes mobiles de soins palliatifs et de gériatrie, et aussi nos réseaux personnels ont été très facilitants, donc on est arrivé à contacter les EHPAD. Il y a eu finalement un taux de refus ou de perdu de vue qui est assez semblable à d'autres études sur le sujet. Alors, c'est un petit peu à nuancer ce que je dis parce que je suis en train de faire le point justement là-dessus sur combien ont été contactés, combien ont refusé, combien n'ont pas donné de nouvelles. Donc, mais globalement, il n'y a rien eu de très étonnant ou de refus massif par rapport à la proposition de participation à une recherche. On s'était dit peut-être que ce serait mal reçu en disant voilà, c'est des questions qui intéressent les chercheurs, donc ça va nous rajouter du travail supplémentaire. Finalement, ça n'a pas été
plus significatif que dans d'autres recherches qu'on a pu mener. Et on a pu constater une volonté de témoigner, de raconter, voire même des personnes qui nous ont contactés spontanément pour participer, que ce soit des EHPAD ou que ce soit des particuliers, enfin des familles par exemple. Alors les demandes de participation spontanée de la part des EHPAD, il pouvait y avoir, parce que ça ne vous a pas échappé, qu'il y avait comme une grande médiatisation de la situation des EHPAD surtout pendant la période de confinement et de pic épidémique. Et on s'est demandé aussi si ça ne pouvait pas être une façon pour certains EHPAD de revaloriser leur établissement, aussi en instrumentalisant, entre guillemets, cette recherche, en disant qu'ils participent à une recherche et que donc ils sont dans une volonté d'amélioration de leur pratique, de réflexion, etc. Donc ça, c'est vraiment juste une supposition qui ne repose pas sur des faits constatés, mais on s'est posé cette question-là sur les demandes spontanées qu'on a reçues d'EHPAD. Mais c'était surtout, c'est ce que je viens de dire, une volonté de témoigner et de contribuer finalement à la compréhension du phénomène. Et puis une attente forte par rapport à la restitution des résultats. Les participants ont envie d'avoir les résultats et aussi une attente par rapport à l'impact de ces résultats en termes d'organisation et d'amélioration de l'organisation des soins en situation de crise. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on a fait un point sur les inclusions, enfin voilà, les entretiens qu'on a pu réaliser. Donc là, les chiffres sont arrêtés à fin août, donc ils ne sont pas tout à fait actualisés par rapport à la date d'aujourd'hui, mais c'est quasiment il manque pas grand-chose. Donc on a réalisé 248 entretiens avec principalement donc, des professionnels de santé, 154, 46 familles et proches, 41 résidentes ou résidents, et puis 7 situations de suivi de deuil, c'est-à-dire d'analyse de situation de deuil. On s'était dit aussi, parce qu'on avait au départ imaginé un échantillon en disant voilà, on voudrait, je crois que c'était 35 EHPAD, 220 entretiens. On avait fixé un petit peu comme ça des chiffres pour baliser notre échantillon, mais il était clair dès le départ, aussi pour toutes les raisons éthiques que j'ai mentionnées avant, qu'on ne voulait pas du tout essayer d'atteindre absolument l'échantillon qu'on avait prévu et que les entretiens, notamment avec les familles et avec les résidents, c'était uniquement si c'était possible et qu'on n'allait pas tout faire pour atteindre un nombre spécifique d'entretiens avec les proches et les résidents. C'était vraiment sur la base du volontariat, évidemment, et puis aussi si les personnes souhaitaient parler sans rien forcer. On a une durée moyenne d'entretien de 65 minutes, donc voilà. Pour vous détailler les acteurs de terrain, donc on en a 154. Je ne vais pas tous les lister, mais ce qu'on peut constater là, c'est qu'on a quand même une grande diversité. On a choisi aussi d'avoir cette diversité de professions et de métiers, et pas simplement d'avoir les médecins, les infirmières et les directions d'EHPAD. On a vraiment pris à la fois tous les professionnels volontaires, et puis aussi on a essayé d'aller... Les chercheurs ont pris contact au sein des EHPAD avec autant de professions que possible, et ça donne une diversité qui est très importante, qui va de la direction des EHPAD à l'hôtesse d'accueil, en passant par les cadres techniques, les psychologues, les médecins, les infirmières. Voilà. Par rapport aux familles et aux proches, on a principalement les enfants des résidents, donc dans ces 46 entretiens. Et puis, pour les situations de deuil, c'est pareil, on a principalement les enfants, sinon les époux, enfin les épouses. Alors, l'analyse des données qui va commencer maintenant, c'est une phase qui va être longue et dense. On a donc un collectif de 22 chercheurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui travaillent ensemble à distance, plus les 13 membres du comité scientifique qui vont participer à l'analyse en termes d'interprétation des résultats et pour dégager en fait les orientations, les grandes tendances qui se dégagent des résultats. Et on a un corpus un peu plus maintenant de 250 entretiens. Il faut savoir qu'une heure d'entretien, ça représente à peu près 30 pages de retranscription. Donc, on se retrouve avec un corpus de 7500 pages de texte. Donc, ça peut être un petit peu vertigineux de se dire qu'on a un corpus qui est si important et un collectif aussi de chercheurs qui est à distance, issus de disciplines différentes, de façons de travailler différentes.
Donc, il va bien sûr falloir définir donc, des axes d'analyse. C'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment, qu'on est en train de commencer à faire, et puis avoir heureusement toute la rigueur de la méthode d'analyse qualitative. On a des chercheurs qui sont rompus à cet exercice-là, donc il n'y a pas de problème. Et puis aussi l'utilisation d'un logiciel pour simplement l'aide à l'organisation et d'un collectif qui travaille à distance. Pour comprendre justement aussi ce qu'on va faire de ces résultats-là, la finalité de l'étude, c'est, je vous l'ai dit, de décrire et de comprendre aussi à l'écart du filtre médiatique qui a été beaucoup mis en avant, la manière dont les professionnels et les résidents et les familles ont fait face à cette crise, garder la trace de l'expérience vécue pendant ces événements-là, et puis mobiliser les résultats obtenus pour proposer des recommandations ou des dispositifs d'amélioration de l'accompagnement du vieillissement et de la fin de vie en EHPAD en situation de crise. Si ça était amené à se répéter de cette manière-là, on entend en ce moment des questionnements sur la possibilité de reconfiner justement les EHPAD, donc je pense que ça va être encore d'actualité. Et puis évidemment contribuer à la connaissance sur la fin de vie, l'accompagnement et des processus de deuil dans ces temporalités qui sont spécifiques et qui sont propres à des situations de crise sanitaire. Donc des possibilités d'analyse, pour l'instant je ne peux pas encore trop vous en dire parce que c'est le travail qu'on est en train de faire, on vient de terminer le recueil des données, donc on rentre dans cette phase d'analyse. On peut procéder soit par monographie des EHPAD, donc c'est-à-dire décrire les modes de réaction et les modes d'adaptation à la crise des EHPAD pour ensuite peut-être faire des typologies selon ces modes de réaction et d'adaptation, en traversant des thématiques telles que est-ce que les EHPAD ont anticipé la crise, comment est-ce qu'ils ont réagi au confinement et quelles ont été leurs stratégies d'adaptation et de mise en place du confinement à l'intérieur de leur EHPAD, leur réaction aussi par rapport aux fins de vie et aux décès qui avaient lieu dans les EHPAD pendant le confinement, le rapport au corps et aussi au traitement des corps, c'est-à-dire aussi les collaborations qu'il y a eu avec les pompes funèbres, par exemple, pour le traitement des personnes décédées, les modalités de communication en interne, mais aussi avec les tutelles, notamment avec les agences régionales de santé, toute la mise en place des protocoles d'hygiène, l'organisation des dépistages si on a eu, des créations de zones de Covid ou pas dans les EHPAD, toute la question du stock et de la pénurie de matériel, et aussi les réactions au risque et à la peur de la contamination, les relations et les communications avec les familles, avec les résidents, les protocoles de visite, les éventuels conflits, tensions ou incompréhensions, que ce soit en interne dans les équipes ou avec les familles, les relations médias, et puis l'organisation interne des équipes et notamment des frontières qui se déplacent entre les différents métiers où des professionnels sont amenés à faire des tâches ou à avoir des missions qui n'avaient pas d'ordinaire. Donc on peut faire cette analyse par établissement et par EHPAD, mais aussi on peut faire une analyse par thématique, et là je ne les ai pas toutes listées, et notamment on peut penser aussi à cette question du deuil. On peut faire aussi des analyses transversales par thématique. Donc je pense qu'on fera les deux l'une après l'autre. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore décidé de nos axes de recherche pour mettre en œuvre cette analyse. En tout cas, c'est le travail qu'on est en train de faire maintenant. Alors, en guise de conclusion, j'avais envie de reposer cette question, ou en tout cas de vous soumettre cette question, c'est peut-on faire de la recherche en urgence ? Parce que je ne peux pas trop vous en dire sur les résultats, vous l'avez compris, ni sur vraiment les lignes d'analyse qu'on va aborder parce que c'est en cours, mais simplement sur une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire que de répondre à une invitation du ministère de la Recherche à lancer une étude comme ça pendant cette période-là. Alors, est-ce qu'on peut faire de la recherche en urgence ? Du coup, oui, la preuve en est, c'est qu'on l'a fait. Ça a aussi permis de démontrer une grande mobilisation et une implication des sciences humaines et sociales dans la recherche sur le Covid. Ce n'est pas forcément celle dont on parlait plus, mais en tout cas, il y a cette mobilisation, cette implication-là et cette contribution dont on reconnaît aussi l'importance des sciences humaines et sociales sur ces questions d'actualité. Et en même temps, ça a des implications aussi sur le travail de recherche et sur le travail des chercheurs, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu se surajouter au travail qui était déjà existant, donc ça a fait une surcharge de travail. Et puis, ça a une implication aussi sur le travail de recherche lui-même, c'est-à-dire que
vous l'avez compris, on a récolté toutes nos données d'un coup. On a un gros paquet d'entretiens qu'on a réalisé d'un coup. Et ce n'est pas forcément la manière dont on a l'habitude de travailler quand on fait ce type de recherche. On aime bien quand même faire des allers-retours entre les entretiens qu'on réalise pour modifier nos guides d'entretien, par exemple, avant de continuer de réaliser les entretiens suivants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire, mais peut-être pas autant qu'on aurait voulu le faire parce que il fallait récolter pendant l'événement. Et une autre implication de ce caractère d'urgence, c'est effectivement qu'on a besoin d'avoir des résultats rapides de cette étude. C'est pour ça qu'elle a été prévue sur 12 mois, ce qui peut paraître long, mais qui en fait est très court, pour pouvoir donner des clés de compréhension qui soient cohérentes avec la temporalité de la crise. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin on pourra dans 5 ans revenir sur ce qui s'est passé, mais en même temps, et on le fera, mais on a aussi besoin de pouvoir donner des clés de compréhension maintenant pour être dans une réaction pas trop éloignée de la crise sanitaire, et en même temps pour bien comprendre un phénomène et pour bien l'analyser et pour produire des résultats qui soient constructifs et robustes, on ne peut pas faire une analyse rapide, c'est ni souhaitable ni possible. Donc il faut il faut s'ajuster dans cet équilibre-là, dans le contexte que vous devez aussi expérimenter, c'est-à-dire que pendant le confinement et pendant le pic épidémique, on a eu peut-être plus de temps aussi à consacrer à cette thématique-là. Et là, la rentrée universitaire reprenant, les chercheurs ont aussi tout un tas d'autres tâches d'enseignement notamment qui permettent pas d'avoir beaucoup de temps. En tout cas, cette étude-là est reprise dans le quotidien de l'enseignant-chercheur et des chercheurs. Donc c'est vrai que c'est un peu la réflexion que je voulais vous soumettre sur cette réalisation en urgence qui est à la fois quelque chose qui est possible, on en fait la preuve, et qui en même temps pose pas mal de questions. Et je vais peut-être m'arrêter là, comme ça me permettra de me poser des questions. Et je suis à votre disposition pour les compléments ou questions ou critiques que vous auriez à m'adresser. Merci Élodie. Je vais demander à ceux qui veulent poser des questions de lever leur petite main bleue pour leur donner la parole, ou alors à le faire dans le chat. Et en attendant la première petite main bleue, je vais poser peut-être une question. Alors Élodie, tu peux soit si tu veux enlever ton partage d'écran ou le garder comme tu veux. Ça peut, pour la discussion, être intéressant de voir. Alors, je vois une question de Sarah. J'ai une question de Phèdre. Patrick, tout de suite. Ben, je donne la parole à Patrick qui a levé la main. Bon, ceci dit, je ne suis pas prioritaire. Hein. J'ai mis la petite main bleue, mais je ne sais pas si je l'ai mis avant ou après Sarah, hein, pour le coup. Enfin bon, maintenant qu'on est connecté. Non, la question que je me posais et qui est commune avec nos sciences, moi je suis en écologie, hein, c'est celle de la temporalité de la recherche. Alors, elle n'est pas strictement liée uniquement à votre travail en EHPAD. La question, c'est est-ce qu'on peut faire de la recherche en urgence? Collecter des données en urgence, on peut. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire de la recherche en urgence, j'ai le même problème. C'est-à-dire que l'analyse des données prend du temps. Donc, soit on répond à l'injonction publique sur des données qui ne sont pas validées, c'est en gros ce qu'on nous demande parfois, soit on doit avoir le temps de validation des données, mais là, ça peut être très long. C'est-à-dire que si on passe par tout le cycle de validation qui va jusqu'à la publication, et je ne parle pas du préprint, là, je parle de la vraie publication, ça peut être très long, des années. Donc là, la temporalité, là, elle ne va pas être compatible avec celle que vous demande l'institution. Et on a un problème là j'allais dire de philosophie des sciences. Je ne sais pas si la philosophie des sciences, en tout cas, un problème pratique, c'est que les injonctions qui nous sont faites de production de données ne tiennent pas compte du temps de la recherche. On ne parle pas du temps de collecte des données. Et je n'ai pas de solution par rapport à ça, si ce n'est de penser qu'il faut vraiment travailler pour expliquer ce qu'est la recherche, y compris aux politiques, y compris aux financeurs, y compris à la société,
qui ne le sait pas visiblement. Ne serait-ce que la procédure de publication, peu de gens la connaissent vraiment dans sa temporalité. Voilà, c'était mon commentaire et puis j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Ben, je partage complètement cet avis-là. Vous avez beaucoup mieux dit et résumé et synthétisé ce que j'essayais d'exprimer sur ma dernière diapo. Donc, il faut à la fois faire œuvre de pédagogie pour expliquer, comme vous dites, aux injonctions publiques la temporalité de la recherche et comment les choses se passent, parce que certes, on a pu récolter, et je pense que c'était surtout ça aussi l'intérêt de pouvoir lancer les choses vite pour nous, c'était quand même d'avoir des données à chaud. Maintenant, on les a. Mais voilà, et l'analyse et le traitement des données et alors, les publications encore plus vont prendre du temps. Et là, il faut expliquer à la fois aux institutions, mais aussi aux médias, qu'on ne va pas pouvoir délivrer des résultats maintenant, quoi, tout de suite. Et, enfin, voilà, je paraphrase ce que vous venez de dire, ce que vous avez expliqué. Si, mais c'est un problème clé dans penser la pandémie, parce que c'est le phénomène, en gros, si on l'illustre, c'est le phénomène Raoult, quoi. Bon, il n'y a pas que lui qui a fait ça, hein, mais c'est je publie à toute vitesse, pas forcément. Alors pour certains, ça peut être par gloriole personnelle, mais pour certains, c'est juste pour produire des résultats rapides qui sont nécessaires. À l'époque où on voyait se développer le virus, il y a eu des tas de préprints qui ont été faits, mais qui étaient utiles parce qu'on n'avait pas le temps. On n'aurait pas pu penser, ne serait-ce que l'évolution de la pandémie sans ça. Mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Et on le voit. Et là, il y a peut-être une leçon à tirer, mais qui supposerait que chacun évolue vers une meilleure connaissance de ce qu'est la recherche. Et la science en général, d'ailleurs. On a un problème de culture scientifique. Je vais donner aussi la parole à Sarah, qu'elle pose elle-même sa question. Sarah, normalement, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Je garde mon masque. Je ne sais pas si vous me voyez, mais enfin bon, peu importe. J'ai une question en fait qui est un peu dans le même ordre que celle de Patrick Giraudoux concernant la méthode, parce que bon, donc Patrick parle de la question de l'urgence, mais moi je me posais la question en termes de comparaison avec des études analogues, et comme le Covid-19 est quand même une situation exceptionnelle, notamment pour les SHS et les EHPAD, je me demandais s'il y avait des recherches analogues en Europe, par exemple, ou plus largement de façon internationale, parce que je me méfie quand même de résultats qui vont être dans un contexte et sur une question qui sont un peu des apax de la recherche. Et donc, voilà, quels seraient les éléments de contextualisation, de comparaison et de discussion critique, en fait, des résultats qui vont être disons, enfin, des grandes lignes d'analyse qui vont être mises en œuvre à partir de cette étude. Oui, effectivement, ça, il va falloir. On est déjà au courant de certaines recherches ou enquêtes qui se sont menées en France et avec des personnes avec qui on est en lien, et on s'est dit, OK, quand on aura nos résultats, on se mettra en lien pour voir ce qu'on peut comparer ou partager, même en termes de données. Au niveau européen ou international, il faut qu'on fasse ce travail-là d'identification des autres recherches pour effectivement avoir ça. On ne l'a pas encore fait de manière rigoureuse. Donc, il va falloir qu'on regarde plus précisément ce qui se fait, ouais, tout à fait. Pour avoir, comme tu dis, cette discussion critique et de recontextualisation des résultats et pas se précipiter à répondre simplement pour produire des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, par exemple. C'est pas ça notre objectif principal. Donc, il faut qu'on se garde de ça et qu'on puisse contextualiser et regarder ce qui se passe à l'international. Mais pour l'instant, je ne voudrais pas dire des bêtises, on n'a pas regardé d'assez près encore. Sur cette question de contextualisation, je vais relayer la question d'Aliénor avant de revenir sur celle de Dominique. Alors, je lis à la question d'Aliénor, sauf si elle veut la parole. Bon, elle ne lève pas son petit doigt bleu, donc je lis. Dans le même ordre d'idées, méthode comparative, il y a eu des travaux sur la fin de vie des malades en fin de vie, mais pas en EHPAD. Est-ce qu'on sait ça?
Alors, sur la fin de vie, enfin, des personnes en fin de vie, mais pas en EHPAD, oui. Dans le contexte d'une crise sanitaire, je ne sais pas exactement. Alors, si, je pense que ça a été fait en réanimation. Dans les services de réanimation, pareil, il va falloir qu'on voit, si c'était possible, poser la question. C'est vrai qu'on peut faire des analyses comparées sans fin, si on veut comparer à l'international, comparer entre ce qui se passe dans les EHPAD, ce qui se passe en réanimation, de ce qui va se passer au domicile, hors EHPAD, et de ce qui peut se passer dans les services autres, notamment de soins palliatifs ou de gériatrie, au niveau hospitalier. Donc oui, pareil, je n'ai pas forcément connaissance de choses en particulier, mais c'est sûr qu'il y en a, et je ne voudrais pas me tromper là-dessus, mais en tout cas, il va falloir à un moment donné qu'on puisse mutualiser, et moi je serais assez favorable à ça aussi, à ce que tous les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là, mais sur des populations différentes, qu'on puisse se partager nos données et mettre en perspective nos analyses. Il y avait aussi de la part de Dominique, alors qui a fait la même remarque aussi que Patrick sur le fait que les chercheurs en biologie et en médecine se sont souvent trop précipités pour donner des résultats non fiables. On voit à qui elle pense. Et est-ce qu'à titre personnel, vous avez un ressenti particulier vis-à-vis de ce travail? Point de vue personnel, sur l'étude en cours? sur l'étude en cours. Alors, je ne sais pas si mon ressenti personnel est bien important d'un point de vue scientifique, quoique ça pourrait. Alors, moi, ce qui est particulier, mon positionnement personnel est assez particulier dans le sens où j'ai participé à la conception et au lancement de l'étude, à la coordination de l'étude. Mais par contre, je ne suis pas allée sur le terrain donc pour la réalisation des entretiens, ce que j'ai l'habitude de faire d'ordinaire. Et là, j'ai fait juste un entretien, voilà, mais c'est complètement anecdotique. Donc, je n'ai pas l'expérience et le ressenti, et du coup, l'expertise du ressenti de terrain qu'ont les chercheurs, les 22 chercheurs qui participent à l'étude. Donc, du coup, mon positionnement, il est un petit peu particulier parce que puisque je coordonne l'étude, eh bien, je peux en parler, mais par contre, j'ai pas ce ressenti, cette expérience sensible qu'on a quand on a rencontré les gens d'entretien et tout ça. Donc, moi, en tout cas, ça me positionne dans quelque chose d'assez particulier dont j'ai pas l'habitude, d'une part, et d'autre part, je suis parfois quand même assez inconfortable avec justement ce contexte d'urgence, ou en tout cas de rapidité, ou qui se conçoit parce qu'effectivement on a envie de contribuer à l'actualité, et en même temps on ne peut pas si on veut le faire de manière sérieuse. Donc là aussi il y a un ajustement à trouver. En tout cas pour moi, c'est la première fois que je travaille dans un contexte comme ça. Donc on cherche, et puis peut-être pour tout le monde aussi, il y a des chercheurs qui sont habitués à travailler sur des questions d'urgence, mais en tout cas pour moi c'est la première fois, ce qui fait qu'on cherche, et je cherche encore mon positionnement. Est-ce que je vais donner alors la parole à Léonore qui va préciser sa question, mais juste pour rebondir encore sur la première question de Dominique, est-ce qu'il y a, alors il y a le ressenti le tien, mais il y a les chercheurs impliqués dans, je ne parle pas nécessairement de leur ressenti, mais de leurs premières hypothèses. Est-ce que les discussions que vous avez eues montrent que certaines hypothèses sont venues à l'avant? Je ne dis pas de partager des résultats, on sait bien que vous n'avez pas les résultats, mais il y a pu avoir des hypothèses. Les hypothèses sont parfois le ressenti du chercheur, des hypothèses qu'ils ont dans leurs discussions principalement discutées, peut-être qu'ils ont modifié la situation, les premiers résultats les amenant à en faire d'autres. Est-ce qu'il y aurait un récit, peut-être que c'est trop tôt pour le partager, mais à titre comme un carnet de recherche qui aurait pu documenter leur réaction au fur et à mesure qu'elles se faisaient? Oui, alors c'est vrai que c'est pas évident de répondre à ça, dans la mesure où effectivement on n'a pas encore les résultats, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Comme je disais, moi j'ai pas cette expérience sensible, donc je peux pas à titre personnel donner ce qu'aurait été mon carnet de terrain. Peut-être la chose sur laquelle on s'est déplacé un peu, ça a été parce qu'au départ on était concentré et centré sur la question de la fin de vie et de la mort liée au Covid dans les EHPAD. Et en fait, on se rend bien compte que le confinement lui-même est presque aussi délétère que le virus.
pour les personnes dans ces institutions, et que les décès qui peuvent avoir lieu en EHPAD ne sont pas forcément tous liés au Covid. Mais on les regarde aussi du coup, parce que c'est de toute façon intéressant de regarder tout ce qui s'est passé dans cette période. Donc, je pense que la question du confinement a pris plus de place que ce qu'on avait imaginé au départ, parce que ça a un impact effectivement soit en termes de fin de vie ou de décès ou de dégradation des situations des personnes. Et puis, voilà, pour montrer aussi l'impact, les conséquences du confinement. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, je ne m'avance pas trop. Hein, j'ai ouvert le micro d'Aliénor. Oui, ma question n'était pas très claire. Enfin, il me semble qu'il y a à la fois des similitudes et des différences avec la situation des malades qui étaient en fin de vie de cancer dans des établissements divers, avec des problèmes identiques et aussi différents, puisque, moi en l'occurrence, c'est personnel et anecdotique, mais j'ai été prise dans une tourmente de ce genre d'assez près. Et il y avait des choses qui étaient identiques, hein, pénurie de matériel, question des visites, épuisement du personnel, enfin, etc. Et puis il y avait des choses différentes aussi, c'est-à-dire la décision éventuellement de quitter la clinique et de préférer mourir chez soi plutôt que dans un établissement, en institution. Bon, ce qui est quand même une variante très importante. Parmi les similitudes, j'ai oublié de mentionner bien sûr l'impact que la comorbidité possible avait sur les décisions des protocoles, les souplesses ou pas accordées dans la visite des familles. Enfin bref, voilà, il me semblait intéressant. Enfin, c'est le même ordre d'idée que la question de Sarah, je veux dire, mais pas dans le sens de l'élargissement de l'étude, mais plutôt de la comparaison avec des cas à la fois très proches et en même temps partiellement différents. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des travaux ou même, je dirais même peut-être des travaux journalistiques aussi, je veux dire pas seulement des travaux de recherche sur cette question. C'est vrai qu'on a compilé un petit peu tout ce qui a pu sortir dans la presse. Certaines études dont on a eu... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est mon partage d'écran. Tout va bien? Oui. Très bien. Okay. Oui. Ah oui. Voilà, donc oui, il faut qu'on regarde plus précisément ce qui a été fait et pour pouvoir comparer les choses. Vraiment, là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas en tête, parce que je ne les ai plus en tête, parce que ma mémoire me fait défaut. C'est des travaux qui peuvent être menés ou qui ont été menés et il va falloir qu'on puisse avoir un contexte sur les différentes autres populations, voir si on retrouve ces similitudes ou ces différences. J'ai bien conscience. Merci. De la question. Donner la parole à Lydie Vatremet. Là. Bonjour. Moi, je suis journaliste à Hospimédia, donc j'ai suivi un petit peu tout ça et du côté journalistique. Et je me demandais si vous faisiez les entretiens aujourd'hui, est-ce que vous auriez les mêmes réponses et est-ce que ce ne serait pas le moyen de contrebalancer ce côté urgence? Et l'autre question, c'est est-ce que les entretiens ont été faits avant ou après les assouplissements des visites et les assouplissements pour l'accompagnement des deuils en EHPAD? Alors, les entretiens, ils ont été faits un petit peu finalement à toutes les phases de confinement, de transition vers le déconfinement, voire de déconfinement, c'est-à-dire à nouveau l'autorisation des visites des familles. Selon les régions, c'est très différent. Cette chronologie-là, des différentes étapes, elle est très différente. Selon les établissements aussi, les décisions des établissements, en fonction de la situation sanitaire dans chaque établissement, c'est aussi des étapes différentes. Donc, du coup, on a un petit peu de tout. Et quand on parle de période d'urgence, il y a certains EHPAD qui sont encore fermés parce qu'il y a encore beaucoup de cas de Covid. Donc, en fait, ça dépend beaucoup des régions, ça dépend beaucoup des établissements. Et du coup, on a un petit peu de tout. Ce qui fait qu'on a aussi, sur les derniers entretiens qui ont été faits cet été, au mois d'août, et certains qui sont en train de se terminer là, début septembre,
On a aussi à la fois le récit de ce qui a pu se passer depuis début mars et puis de la situation actuelle qui est soit encore en cours, soit qui est en train de revenir vers voilà, par exemple la visite des familles, etc. Donc on va avoir un spectre très différent de situations et de temporalité par rapport à cette étape-là. Et un échantillon suffisant pour qu'il soit significatif? Alors, quand on fait de la recherche qualitative, on ne cherche pas forcément la représentativité statistique et le fait d'être significatif en termes de quantité. Par contre, on a clairement un échantillon qui est suffisant pour pouvoir faire une analyse qualitative et dégager, par exemple, des typologies et dégager des grandes tendances sur certaines thématiques, par exemple sur oui, voilà, sur le vécu des décès, sur le vécu du confinement, enfin tout ce que j'ai pu un petit peu lister. D'un point de vue qualitatif, avoir un corpus de 250 entretiens, c'est très, très important. Même si à l'intérieur de ça, on a 46 familles et 41 résidents, ça c'est déjà, même, ça paraît pas beaucoup, une quarantaine d'entretiens, mais c'est déjà suffisant. Mais comme effectivement il va y avoir des situations, enfin des contextes à chaque fois différents, il faudra qu'on contextualise par rapport à la situation de l'EHPAD dans lesquelles ont été réalisés les entretiens. Et c'est vrai que outre les contextes, on a aussi les établissements qui sont, on parle des EHPAD, mais d'un EHPAD à l'autre, l'établissement n'est pas le même, hein, selon le nombre de résidents, selon la région, selon le directeur, selon… Oui, tout à fait. Ça, on a un petit peu de tout. On a essayé de diversifier notre échantillon. Donc, on a des petits EHPAD, des grands EHPAD, du public, du privé et de l'urbain et du rural. On a essayé comme ça d'avoir un échantillon hétérogène sur ces critères-là. Merci. Je vais donner la parole à Michel. Ça doit être bon, Michel. Le micro, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Ouais, j'ai pris en route là parce qu'il y a quelques petits soucis, mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, est-ce que vous avez constaté une impossibilité pour les résidents ou les familles de sortir leurs résidents des EHPAD au moment du confinement? Et est-ce que vous avez fait la part, parce que vous avez parlé du fait que la mortalité était due pas forcément au Covid directement, mais à l'isolement. Est-ce que ça a été listé et démontré? Alors, pour la première question, je pense que les chercheurs qui étaient sur le terrain pourraient répondre mieux que moi, parce que ça, je ne sais pas exactement s'il y a eu, d'une part, la volonté, par exemple, d'une sortie d'EHPAD pour aller, par exemple, dans les familles, et s'il y a eu la volonté de faire ça, si ça a pu se faire, pas se faire. Voilà, ça, je préfère pas m'avancer pour répondre là-dessus, mais je pense qu'on aura des infos. Et sur la deuxième question, bah oui, c'est un problème, c'est-à-dire qu'au sein même des EHPAD, parfois, la détermination des causes du décès n'était pas nécessairement certaine. Donc, s'il n'y avait pas de test, c'était jamais certain que les causes du décès pouvaient être liées ou non au Covid en lui-même, ou si c'est le Covid sur un tableau de comorbidité, l'impact, ça se pose aussi comme question. Et puis, alors je me suis perdue moi-même. En tout cas, on a ce problème-là de calcul, entre guillemets. On s'est posé cette question, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait savoir le nombre de décès, les causes de décès, si les personnes ont été testées, comment le personnel aussi a été atteint ou pas, malade ou pas. Et donc ça, c'est des informations qu'on peut récupérer de deux manières, soit en s'adressant aux agences régionales de santé, parce que les EHPAD faisaient remonter ces infos-là. En tout cas, peut-être que ça a pris aussi du temps à être systématisé et à remonter, mais il y a des données qu'on peut aller chercher là, qui ne seront peut-être pas complètes. Ou sinon, c'est de redemander directement aux établissements qu'on a inclus. Donc, on a une 50aine d'EHPAD qui sont concernés par l'étude. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler aussi. On va leur envoyer à tous un questionnaire pour essayer d'avoir ces données sur le nombre de cas Covid, le nombre de cas suspectés
entre guillemets, sur le nombre de cas qui ont été testés, sur le nombre de décès et les différentes causes de décès, donc Covid ou autre, ou voilà, une incertitude par rapport à ça. Et peut-être qu'idéalement, si on a des réponses directement de la part des EHPAD, on va pouvoir comparer aussi aux données qu'on peut récupérer au niveau de l'ARS. Ce serait intéressant de regarder s'il y a un delta sur les données qui sont remontées. Une petite dernière question sur les protocoles qui ont été mis en place par le ministère, l'adéquation dans les EHPAD, comment ça s'est passé, et est-ce que tous les EHPAD, enfin je ne pense pas, hein, mais sont formés en soins palliatifs par rapport à l'accompagnement, puisque c'est eux en première ligne et il n'y avait pas les familles et c'était un peu galère, je pense. Oui, tout à fait. Sur la question de savoir si les EHPAD sont formés en soins palliatifs, certainement pas tous. Hein. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de personnel qui sont sensibilisés à l'accompagnement et à la prise en charge des fins de vie, mais qui ne sont pas nécessairement formés en soins palliatifs. Par contre, ce qu'on a pu observer, mais ça, c'est peut-être pas valable dans toutes les régions, en tout cas pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu un resserrement des liens entre les équipes mobiles de soins palliatifs et les EHPAD, qui a permis aussi ça, qui a permis d'avoir une connexion même par téléphone plus régulière pour les aider sur cet aspect-là. Et ça fera peut-être partie des recommandations entre guillemets qu'on pourrait avoir suite à ces résultats, de renforcer ces liens-là et la formation des professionnels et puis le renforcement des moyens sur la prise en charge des patients. Et j'ai oublié la première partie de votre question. Oui, sur la mise en place des protocoles sanitaires. Alors ça, c'est pareil, ce sera dans les résultats de l'étude parce qu'on va justement regarder et décrire comment les protocoles ont été mis en place de manière différente dans les établissements, avec vraiment toujours la volonté de ne pas venir évaluer et juger les pratiques des professionnels et des établissements parce que tout le monde a fait au mieux et il y a eu probablement des ratés comme il y a eu des réussites. Donc, on n'est pas là pour juger des pratiques. Donc, ça a été fait en Bourgogne-Franche-Comté Notamment, oui, ça a été fait dans 6 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, moi je suis en PACA, donc. Ok, merci. Merci. Comme je ne vois pas de petite main bleue, je voulais rebondir sur ta dernière réponse. Là, tu nous as dit quelque chose que ton terrain t'a permis d'observer déjà pendant cette urgence, pendant cette phase, le rapprochement des soins palliatifs et d'EHPAD. Et donc, j'aurais envie de poser ces questions de manière plus générale, même s'il n'y a pas encore de réponse. Il y a des constats qui peuvent être faits au cours de cette étude, en la faisant, chemin faisant, des choses qui ont peut-être été possibles à la faveur de la crise, et je pense notamment à ces rapprochements. Si je remonte à ton exposé du début, le fait qu'il a été possible de mobiliser ces chercheurs, est-ce que le confinement ou le déconfinement a rendu des choses possibles qui sont moins faciles d'habitude? Tu as juste dit que la rentrée faisait que les échanges étaient peut-être là moins denses dans le temps habituel que dans le temps suspendu du confinement. Mais on pourrait même dire que l'espace de discussion qu'est ce séminaire, ça n'existait pas, ce séminaire interdisciplinaire avant le confinement, et c'est du confinement qu'est sorti ce désir de discussion. Est-ce que globalement, dans le temps très particulier que vous venez de traverser à la plateforme, en tentant de faire cette étude dans l'urgence, vous avez pu constater qu'il y a des types d'interactions qui ont eu lieu sous couvert de la crise? Il y a ceux que tu viens déjà de nommer. Il y a tous les outils tels que les outils de visioconférence qui permettent quand même un rapprochement avec des chercheurs, une simplification de la rencontre, même si ça ne vaut pas les échanges en présentiel, parce que c'est quand même limité, mais malgré tout, il y a ce rapprochement-là qui est possible. En termes de... Voilà, il y a ce que je mentionnais sur les réseaux de soins palliatifs ou de gériatrie et les équipes mobiles qui se sont... Mais là, je prenais l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, ce n'est pas forcément valable pour
pour toutes les régions, je n'ai pas cette connaissance-là. Ça a permis un rapprochement du tissu territorial en termes d'organisation de soins sur cette dynamique de réseau. Donc, il faut espérer que ce soit, je ne sais pas si c'est des choses qui vont se solidifier et puis continuer. Alors, je pensais à d'autres choses et puis c'est en train de m'échapper. Sur ce qui a été rendu possible, aussi d'obtenir des financements sans répondre à des appels à projets, ce qui est aussi une première pour moi, en tout cas dans la manière dont on travaille d'habitude, c'est-à-dire que là, on a reçu des financements, donc ça a quand même facilité le lancement de la recherche, alors que d'habitude, il faut quand même un temps assez important pour obtenir des financements, ensuite faire toutes les démarches réglementaires, pour recruter des chercheurs si besoin, etc. Et tout ça a été accéléré. Et puis, une chose que je ne dis pas moi, mais que j'ai pu entendre au Congrès national de la Société française de soins palliatifs début septembre à Strasbourg, peut-être aussi une considération pour la thématique de la fin de vie et des soins palliatifs qui existait peut-être moins avant, dans le sens où la crise du Covid a bien peut-être permis de montrer l'importance en termes de soins de ces services, et que du coup, il y a peut-être plus, je ne sais pas comment le définir, pas forcément plus d'intérêt, mais en tout cas plus de considération et plus de facilité à obtenir certains moyens, parce que la crise a démontré aussi l'utilité, entre guillemets, dans les structures hospitalières ou ailleurs, des services de soins palliatifs et des professionnels de soins palliatifs. Donc je pense que ça peut être, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais c'est quelque chose qui semblait ressortir de ce que j'ai pu entendre dans ce congrès, et même si ce n'est pas valable partout et dans chaque institution, mais quand même. Et c'est quelque chose, je pense, que je constate aussi au niveau de la plateforme et au niveau de la résonance que ça peut avoir, au niveau du ministère notamment, à la fois en termes de recherche en sciences humaines et sociales, et de recherche sur ce sujet-là, où on voit bien que dans des situations de crise, on a d'un coup besoin d'avoir les connaissances que peuvent produire des chercheurs en SHS sur ces questions de fin de vie. Donc c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais peut-être que ça va susciter aussi plus d'intérêt, y compris au niveau politique ou institutionnel, sur ces questions-là, et en termes de moyens donnés à la recherche. Je dis ça, mais c'est peut-être qu'une impression. Est-ce qu'il reste des curiosités à satisfaire? Dominique nous dit, une recherche urgente débutait son financement sur de la slush money. C'était quelque chose de courant il y a 25 ans, et c'est un retour au bon vieux temps. Alors, il y a 25 ans, je n'étais pas là, je ne savais pas. Moi, j'ai grandi dans la recherche qui fonctionne par appel à projet et où le chercheur cherche de l'argent pour réaliser ses recherches. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans, donc je ne sais pas ce que c'est aussi c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part des chercheurs titulaires qui peuvent consacrer, qui font de la recherche parce que c'est dans leur mission, s'il faut développer... S'il faut par exemple recruter des chercheurs contractuels ou positionner des postdocs sur des études, il faut du financement, et aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué de faire de la recherche sans financement. Et y compris en SHS, on n'a pas besoin d'équipement, de matériel, etc., mais on a besoin de personnes pour réaliser la recherche. Et voilà, aujourd'hui, c'est quand même la recherche est beaucoup soumise à ces logiques-là. En tout cas, celle que je connais, moi, et qui est beaucoup celle du milieu médical avant. J'ai ouvert le micro de Patrick, il y avait une question. Oui, c'est pour renchérir sur le fait que ce que Dominique appelle la slush money. Slush money, c'est simplement l'argent qui reste quand on a fait les abattis en anglais, hein, dans une forêt. En fait, en écologie, on est condamné à fonctionner beaucoup comme ça. C'est-à-dire que pratiquement le fonctionnement de la zone atelier arc-jurassienne ne se fait que parce qu'il y a des contrats à droite à gauche comme ça, et qu'on peut, sur ces contrats, prendre un petit peu d'argent. C'est vraiment une situation quasiment normale. On est en train d'écrire un livre avec Dominique, là, pour le moment, où on fait justement le schéma de ces financements. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas beaucoup d'argent. L'avantage, c'est que c'est un argent, s'il y a suffisamment de volume, qui permet à un moment donné de continuer ce que les appels d'offres ne permettent pas de continuer. Parce que le problème de l'appel d'offres, c'est qu'il vous projette de 3 ans
en 3 ans, mais avec des gaps de 10 ans entre les deux parfois. Et que si on veut faire du continu, du longitudinal, ce qui est important en sciences humaines, et puis en médecine, et puis en biologie, eh ben, on est coincé. Donc là, il y a un problème technique qui n'est pas résolu. Et le fait maintenant de ne fonctionner que sur appel à projet pose problème, un réel problème. Je suis d'accord. Et juste pour ajouter à cela, donc je vois bien la slush, et Dominique vient de préciser qu'il s'agit de la neige fondue. C'était bien mon souvenir, la slush. Mais une question qui m'intéresse sur les EHPAD, dans le prolongement des choses qu'on vient de dire, c'est que les équipes qui sont habituées à travailler sur la slush money, comme dit Patrick, ce sont des équipes aussi qui savent qu'elles n'ont pas énormément à attendre des programmes officiels et qui sont habituées à s'en remettre à elles-mêmes. Et on pourrait se demander si, et peut-être déjà constater des choses de ce type, les équipes des EHPAD, tous ces agents que vous avez interrogés, qui ont peut-être eu le sentiment d'être, par moments, de ne pouvoir compter que sur eux-mêmes, si cet état-là a favorisé des types de pratiques, de réactions. Et je refais le lien, toute proportion gardée, avec même notre espace de discussion ici. Au fond, c'est dans l'écroulement de nos structures qui, pendant le confinement, toutes les structures administratives sont rentrées dans une sorte d'hibernation, de désarroi. On n'avait plus le train-train de l'administration de la recherche, on n'avait plus le bombardement de mails permanents, et ce silence a pu laisser les gens désemparés, ou alors, pour certains, peut-être habitués à pouvoir compter que sur eux-mêmes, à au contraire profiter de l'espace ouvert. Et je me demande si les équipes des EHPAD que vous avez pu, les professionnels des EHPAD que vous avez pu rencontrer, ont particulièrement expérimenté ce type de choses. Que se passe-t-il quand on se sent livré à soi-même? Je note cette question-là qu'on ne manquera pas de regarder dans les données. Et je ne sais pas, parce qu'à la fois, effectivement, c'est comme tu dis, dans l'effondrement des institutions et du fonctionnement habituel qu'on voit surgir aussi des initiatives qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Et en même temps, ce sentiment d'être livré à soi-même, ça peut être aussi beaucoup un sentiment d'abandon et de manquer de temps, de moyens, de personnel, etc. pour gérer parfois dans certains EHPAD un taux de mortalité accru, en tout cas condensé sur une période, et ça, le personnel n'est pas forcément habitué à gérer cette quantité. Alors, on a de tout. On a des EHPAD pour qui ils ont eu un taux de mortalité pas différent que d'habitude. D'autres pour qui il y a eu la moitié des résidents qui sont décédés. D'autres, enfin voilà, c'est très variable. Donc ça aussi, ça fera partie des critères à prendre en compte pour voir justement qu'est-ce qu'on met en place dans ces situations-là. Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est le but d'habitude. Et puis on verra si on pourra continuer de faire le parallèle avec des initiatives comme ce séminaire. Est-ce qu'il y a des choses qui vont continuer sur cette même dynamique Et puis il faut aussi questionner la place que prend cette question du Covid sur tout le reste, parce que justement là ça a pris quand même beaucoup de place, alors que toutes les questions de fin de vie ne se résument pas à celle du Covid, et on voit bien que cette question de la crise sanitaire, c'est quelque chose au niveau des institutions qui est très important et qu'il faut maintenant intégrer de manière quasiment systématique la réflexion sur la fin de vie. Mais il ne faudrait pas en oublier les autres questions qui sont toujours là, qui demandent aussi à être traitées. C'est vrai que ça prend énormément de place, y compris en termes d'attribution de financement à la recherche. Je vois, il y a quelques questions qui reviennent sur le chat. Alors, Aliénor revient sur les comparaisons et sur les personnes en fin de vie à domicile. Pour savoir s'il y a des données qualitatives qui existent. Et Dominique était déjà revenu aussi précédemment en disant « Mais enfin, vous êtes la plateforme fin de vie, si quelqu'un doit être
si quelqu'un doit être au courant de toutes les études et connaissances sur la fin de vie, ça doit bien être vous. Donc, je pense, peut-être que ça existe, peut-être que la plateforme, vous avez un site auquel vous pourrez renvoyer, ou l'état de l'art des recherches sur la fin de vie. Ouais, alors nous, on essaie effectivement de recenser tous les travaux qui sont menés sur la fin de vie. Alors, sans parler de la question du Covid, mais qui sont menés sur la question de la fin de vie. Parce qu'effectivement, on a constaté que c'est une donnée qui n'existait pas. C'est-à-dire que quand on se tourne vers les directions des recherches, des CHU, des universités, en leur demandant, mais vous avez peut-être quelque part une base de données sur laquelle il suffirait de filtrer sur la thématique pour nous dire qui travaille sur quoi et quels sont les projets en cours, c'est des choses qu'on n'a pas réussi à obtenir de cette manière-là. Et que le ministère de la Recherche était très intéressé à avoir. Donc, c'était vraiment une démarche qu'il fallait faire et qu'on ne réussit pas à trouver ailleurs dans des bases de données déjà existantes, ou alors qu'on a du mal à voir. Parce que si on cherche que avec des mots-clés sur fin de vie ou soins palliatifs, on peut passer complètement à côté de recherches qui simplement traitent de la question de la fin de vie, mais n'ont pas forcément étiqueté dans le titre de leur recherche ou dans les mots-clés le mot de la fin de vie. Par exemple, il y a beaucoup de recherches en oncologie sur les décisions d'arrêt de traitement. Voilà, quand on dit ça, nulle part dans le titre ou dans les choses qui vont caractériser la recherche, il va y avoir le mot fin de vie. Alors pourtant, c'est de ça dont on parle. Donc c'est un travail qui est compliqué à faire, de pouvoir recenser tous les travaux qui se font. On a le même problème en termes de bibliométrie. On a essayé de faire un travail on essaye de faire un travail de recensement de la production scientifique où on a du mal à avoir une visibilité, notamment aussi sur les SHS, mais aussi parce que les mots-clés sont pas forcément, ou quand on tape fin de vie, on trouve beaucoup de recherches en physique, chimie, sur la fin de vie des matériaux, par exemple, donc on a beaucoup de pollution sur les recherches. Mais bref, en tout cas, pour savoir quels sont les projets qui sont faits, on est obligé de faire un recensement. On passe par les chercheurs qui sont dans notre annuaire pour qu'ils renseignent notre répertoire. On va vous mettre en place un répertoire des projets de recherche. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'il faut que les chercheurs eux-mêmes remplissent le profil et renseignent leurs projets. Donc, on essaie de les inciter, les inviter très fort à le faire. Sinon, nous, ma collègue Sophie a aussi une action plus proactive en contactant les chercheurs en disant « on sait que vous bossez sur tel projet, donc est-ce que vous pourriez renseigner le répertoire pour qu'on ait une vision complète, si possible ?» Et puis sinon, on cherche par appel à projet. Donc, on allait regarder dans tous les programmes de recherche hospitaliers, donc tous les programmes de recherche clinique, ce qui a été financé sur la fin de vie, au niveau de la Fondation de France, au niveau de l'INCA, au niveau des programmes européens H2020. Donc, on essaie de fouiller comme ça. Mais en fait, on est obligé de chercher et de compiler des données qu'on a de manière dispersée. Merci. Je pense que chacun, pour plus de bibliographie, pourra prendre contact. Adenor se demandait s'il y avait des données qualitatives sur les fins de vie à domicile, par exemple. Il nous reste quelques minutes. S'il n'y a pas de questions pressantes et précises, on va arrêter l'enregistrement. Ah si, Michel, je donne la parole. Ensuite, j'arrête l'enregistrement pour le public sur YouTube, mais je rouvre tous les micros pour un dernier, pour se dire au revoir ou bavarder. Mais je donne la parole pour une dernière question. Michel. Dans vos recherches, enfin, ce que vous cherchez sur les soins palliatifs, est-ce qu'il y a aussi l'aspect philosophique, éthique et les apports des spiritualités? Ou c'est pas de votre domaine de compétences à la plateforme? J'élargis le. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, je n'ai pas compris, pardon. Par rapport aux EHPAD, hein, mais... Oui. Par rapport au travail qu'on fait à la plateforme, effectivement, on essaye d'avoir ce travail de recensement des chercheurs, de leur thématique de recherche et de leur discipline. Et là, si vous allez sur le site de la plateforme, vous pourrez à la fois consulter l'annuaire, donc en faisant des tris par discipline, par région, par population, pathologie, un peu tout ça. Il y a différents types de moteurs de sélection.
Et puis, on a un panorama, on essaie de sortir un panorama de la recherche qu'on actualise tous les ans. Donc là, on vient d'actualiser le deuxième en juin dernier. On a de tout dans les disciplines. Et vraiment, c'est pour moitié sciences humaines, pour moitié sciences médicales ou de la science de la vie et de la terre. Et il y a évidemment philosophie, éthique, la thématique de la spiritualité est présente comme une thématique de recherche sur la fin de vie. Ouais. Donc il y a tout ça, et c'est très très diversifié. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Je crois qu'on a plus d'une cinquantaine de disciplines et une quarantaine de thématiques différentes. Une recherche qui est très à la fois transversale et à la fois un peu éparpillée sur beaucoup de thématiques différentes. Merci. Merci à vous. Je t'entends plus, Arnaud. Pardon, j'ai oublié de remettre mon micro. Je voulais dire qu'on allait remercier Élodie, se donner rendez-vous à la fin de l'étude alors, pour connaître les résultats. Oui, volontiers. Pour se voir à nouveau. Donc, et puis pour donner la parole aussi aux chercheurs qui font partie du collectif et qui sauront répondre bien mieux que moi à pas mal de questions que vous posez déjà. Avec plaisir. Eh bien, donc, merci encore et bonsoir.